Par exemple, si, si vous comparez ça avec l'aventure du silicium dans les semi-conducteurs, bon, le premier transistor inventé en 47, il était en germanium. Les premiers microprocesseurs sont arrivés dans les années, fin des années 60, début 70 avec Intel, avec des mémoires en silicium et puis des processeurs en silicium. Et on est toujours sur du silicium aujourd'hui, avec des variantes. Mais il y a eu des tentatives de faire de l'arsenure de gallium dans les années 80, qu'on utilise effectivement aujourd'hui dans le monde des télécoms pour la fibre optique. Mais grosso modo, on a la même techno pour tout ce qu'on fait aujourd'hui, des processeurs NVIDIA aux processeurs de votre laptop ou de votre smartphone, c'est la même chose. Là, on est dans un domaine où il y a une extrême diversité, avec des technologies qui s'appuient sur le contrôle d'atomes individuels, qui sont contrôlés par des lasers ou des micro-ondes en général. Vous avez des systèmes avec des circuits 2D, qui sont des circuits en silicium ou en alumine, hein. Ils utilisent de l'oxyde d'aluminium dans certains cas. Et là, on retrouve des qubits eux-mêmes différents entre les qubits supraconducteurs qu'on a chez IBM ou Alice Bob, qui sont en gros des circuits gravés sur du silicium ou du saphir, mais qui ressemblent un peu à des circuits 2D qu'on a dans le CMOS. Il y a des processeurs qui potentiellement ressembleraient de très près aux processeurs CMOS qu'on a aujourd'hui à base de silicium, donc ce que fait Kobli en France. Et on a aussi des qubits topologiques qui ne marchent pas encore, qui sont étudiés par Microsoft et Nokia. Et puis on a ensuite des qubits à base de photons, qui ont une particularité par rapport à tous les précédents, c'est que c'est des qubits qui se baladent, c'est-à-dire qu'ils sont émis par une source, à base d'un laser en général. Ils traversent des circuits où il y a du calcul qui se produit, puis après ils sont détectés par des détecteurs de photons. C'est des qubits volants, comme on les appelle. Et donc, être capable aujourd'hui de dire quelle technologie parmi toutes celles-là va mieux fonctionner que l'autre, c'est pas trivial. On peut se forger des convictions, et ça nécessite de lire mon bouquin et les 400 pages sur le sujet dans mon bouquin. Mais même après avoir lu les 400 pages de mon bouquin, vous serez un peu circonspect parce que vous verrez que dans chacune de ces technologies, il y a des avantages et des inconvénients. Je vais donner un exemple. Les qubits supraconducteurs qui sont les plus, je dirais, utilisés aujourd'hui, notamment chez IBM et Google, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont relativement rapides, mais par contre, ils ont des défauts en termes de qualité. Ça s'améliore régulièrement, mais relativement lentement. À contrario, les ions piégés qui sont à gauche, où il n'y a pas de GAFA, mais il y a quand même des sociétés comme IonQ et Continuum, qui sont des sociétés qui ont levé plus de 500 millions de dollars, eux, ils ont de très bonne qualité, mais par contre, on a du mal à en mettre beaucoup. Alors qu'IBM, ils arrivent à en mettre beaucoup. Donc, on a du mal à avoir et la qualité et la quantité dans tous ces types de qubits. Alors là-dedans, on a 6 Français. 6 startups françaises. Les plus connues, c'est Pascal et Candela, parce qu'ils ont déjà des machines commercialement disponibles, même si elles n'apportent pas encore ce qu'on appelle un avantage quantique. Mais alors que les autres sont plutôt au stade de la mise au point du prototype, comme Kobli sur le silicium, C12 avec des nanotubes de carbone, Alice Bob qui a développé une variante de qubits par conducteur qu'on appelle les qubits de chat, qui sont censés réduire le taux d'erreur des qubits et diminuer le coût de la machine, en fait, en pratique. Et puis une société qui n'est pas connue du tout, qui s'appelle Crystal Quantum Computing, qui utilise des ions piégés et qui est à Paris. Euh, un petit mot pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce que j'aime bien tangibiliser les choses. Euh, à quoi ressemble un ordinateur quantique? Alors souvent, c'est une boîte qui est noire ou bleue ou transparente, ça dépend. Chez IBM, il y a du design, hein. Ils ont un grand cylindre qui est entouré de tout un tas d'électronique et de cryogénie qui est planqué derrière. Chez Candela, c'est un rack bleu. Chez IonQ, qui est dans le Maryland et à Seattle, c'est une grosse boîte noire à l'intérieur duquel il y a une expérience de physique qui est installée. Et chez Pascal, c'est intermédiaire entre les deux selon qu'ils ouvrent pas les portes. Mais en gros, c'est une expérience de physique de contrôle d'atomes avec des lasers dans une chambre froide, entourée de racks d'électronique et qui fait à peu près 3 à 4 mètres de large. Ils sont en train de diminuer la taille petit à petit. Et tout ça, c'est des systèmes qui sont installables potentiellement dans des data centers. Donc, dans des systèmes qu'on trouve classiquement dans le monde du cloud. Je vais prendre l'exemple de l'ordinateur d'IBM et vous montrer à quoi ça ressemble, parce que il y a quand même une très grande différence entre un ordinateur quantique et un ordinateur classique, dans le cas en tout cas des qubits supraconducteurs ou à spin d'électrons. Donc en règle générale, vous avez ce fameux cylindre qui contient ce qu'on appelle un cryostat. C'est en gros des plaques de cuivre couvertes d'or qui sont traversées par des fils qui descendent et des systèmes de réfrigération. Et la puce quantique, elle est mise en bas de ce système-là, à l'intérieur d'un cylindre et qui est entouré d'un autre cylindre, entouré d'un autre cylindre. Et il y a 6 cylindres comme ça qui sont empilés les uns sur les autres. C'est des poupées russes en fait. Et pourquoi il y a des poupées russes? Parce qu'en fait, on refroidit par étage le système. La température ambiante, c'est 300 Kelvin, dans la gradation des Kelvin et pas des Celsius.
Il y a un étage à 50 Kelvin, un étage à 4 Kelvin, puis 1 Kelvin, puis 100 millikelvin, puis le dernier, c'est 15 millikelvin, qui, pour info, c'est 1000 fois plus froid que dans l'espace. Donc c'est relativement froid. Et pour obtenir ce froid, on fait d'abord le vide, et surtout, on utilise de la cryogénie qui s'appuie sur de l'hélium, avec deux isotopes, d'ailleurs l'hélium 3 et l'hélium 4, et on a, au sens propre et figuré, une usine à gaz pour refroidir le système. Ça fait peur à beaucoup de gens. Ils ont toujours tendance à dire que c'est un inconvénient, mais bon, c'est pas le pire. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir beaucoup de câbles, surtout. C'est ça qui est gênant. Et tout ça, c'est refroidi d'ailleurs par un autre compresseur qui fait un échange eau-air, et c'est contrôlé surtout par de l'électronique. Et ça, c'est très important de le comprendre. Un ordinateur quantique, c'est pas juste une puce quantique, c'est une puce quantique ou un système avec des atomes et des ions, et c'est contrôlé par l'électronique. Et il y a beaucoup d'électronique. Il y a de l'électronique qui génère des micro-ondes, qui génère des pulsations, des courants continus, et tout ça, c'est envoyé sur plein de câbles qui descendent dans l'ordinateur. Et l'électronique, elle est contrôlée par quoi? Elle ne fonctionne pas de manière autonome, elle est contrôlée par des ordinateurs classiques. Donc, en règle générale, dans un ordinateur quantique, il y a au minimum trois ordinateurs classiques. Il y en a un qui fait la compilation, il y en a un qui exécute en gros le code pour contrôler l'électronique qui contrôle le qubit. Et souvent, il y a au moins un ordinateur qui sert à relier tout ça à l'extérieur, au cloud ou au réseau d'entreprise qui l'utilise. Donc, en fait, un ordinateur quantique, c'est des qubits contrôlés par de l'électronique, refroidis par de l'hélium et contrôlés par une informatique classique. C'est important de comprendre ça. Et il y a à chacun de ces niveaux-là, que ce soit la compilation, que ce soit l'électronique, que ce soit le refroid, que ce soit les câbles, que ce soit la puce elle-même, il y a des enjeux technologiques et scientifiques qui sont énormes pour faire fonctionner tout ça correctement. Alors, tout ça, ça repose sur un objet dont vous avez probablement déjà entendu parler, mais sur lequel je ne vais malheureusement pas avoir le temps de m'attarder parce qu'il faut faire des cours d'ingénieur pour expliquer ça. L'unité de gestion de l'information, c'est le fameux qubit. Alors le qubit, souvent, il est représenté sous forme d'un point dans une sphère par les spécialistes. Alors pourquoi c'est représenté comme ça? Parce qu'en fait, la sphère et le point sur la surface de la sphère représente en fait ce qu'on appelle une phase et une amplitude. Il se trouve que le qubit, contrairement au bit classique, c'est un objet physique qui, en gros, gère l'équivalent de deux nombres réels, ou deux nombres flottants, si on raisonne en informatique. Et ces nombres flottants, on peut les représenter sous forme de deux angles. Si on fait de la géographie, c'est en gros la latitude et la longitude. Selon qu'on est dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère droit, on aura une amplitude qui est proche du 0 ou proche du 1. Donc, c'est en gros la force de l'objet. Mais il y a aussi une phase qui est la latitude, dans la longitude, je me trompe toujours entre latitude et longitude. C'est le phi dans le schéma qui est là. Et ça, c'est lié à un élément important dans la physique quantique, qui est qu'un objet quantique, il se représente par une phase et une amplitude. Ça, c'est une caractéristique. C'est lié au fait que les objets quantiques, on peut les présenter sous forme d'ondes, en fait. Et ça vient de Louis de Broglie et d'Einstein entre 1905 et 1924, qui ont montré que les objets quantiques, que sont les atomes, les électrons, les photons, ils pouvaient être représentés sous forme d'une onde. Alors, on les combine, ces objets, après, et c'est le fait qu'on les combine et qu'on les relie entre eux, par le fameux principe de l'intrication, qui permet d'obtenir une accélération du calcul. Alors, au niveau physique maintenant, parce que tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'était plutôt mathématique, ces objets quantiques, ce sont en général des électrons, des photons, ou parfois des atomes artificiels. Et c'est des objets dont on est capable de contrôler deux états, et deux états qu'on peut superposer. Donc, ça va être le spin d'un électron, qui est une propriété un peu magique qu'on ne sait pas décrire physiquement, mais qui va vers le haut, vers le bas dans une direction donnée. Ça va être deux niveaux d'énergie d'un atome, sachant qu'un atome a des dizaines de niveaux d'énergie différents, mais grâce à des lasers avec des ondes très précises, on est capable de contrôler deux niveaux d'énergie précis. Et dans le cas des photons, ça peut être différentes propriétés des photons, comme la polarisation. Euh, alors maintenant, on va passer directement, parce que je suis obligé d'aller très très vite, on va passer du coq à l'âne, et je vais vous expliquer en quoi la programmation change dans le domaine du quantique. Quand on veut créer un logiciel quantique, il y a au moins quatre choses qui changent, mais il y en a plus que quatre en fait en pratique, mais je vais vous en lister quatre qui sont assez perturbantes. Le premier, c'est que si vous développez un logiciel quantique, c'est terminé la règle de 3 qu'on utilise dans PHP ou dans JavaScript pour faire du code assez simple. Il faut faire des maths.
Et notamment, il faut se remettre à l'algèbre linéaire, donc il faut comprendre ce que c'est que les nombres complexes, les matrices, les vecteurs, et utiliser les notations de Dirac qu'on voit ici, qui sont incompréhensibles quand on n'a jamais fait des études là-dessus. Et un algorithme quantique, parfois, c'est représenté sous forme de l'équation qui est à la troisième ligne de mon schéma là, avec 1 sur racine de n, avec un produit tensoriel qui multiplie des exponentielles avec des matrices et des nombres complexes. Et il faut se taper ça quand même. C'est-à-dire que si vous voulez être bon en programmation quantique, il faut refaire des maths. Moi-même qui ai fait maths sup, maths spé il y a plus de 40 ans, pour rentrer dans l'informatique quantique, j'ai été obligé de refaire des maths que j'avais abandonnées pendant assez longtemps. Deuxième point, quand on essaye de construire ce qu'on appelle un circuit quantique, c'est-à-dire un programme quantique, on peut le faire de deux manières différentes. On peut le faire de manière visuelle et graphique avec des outils adaptés. Il y a tout un tas de logiciels permettant de faire ça. Et c'est mignon, c'est joli. On met des carrés sur des lignes qui représentent le temps et l'espace. Et on peut développer un logiciel comme ça. Puis on peut regarder aussi comment évolue la donnée dans le temps grâce aux émulateurs. Et c'est ce dont Georges vous parlera tout à l'heure. Les émulateurs permettent de voir ce qui se passe en émulant l'ordinateur quantique avec un ordinateur classique. Et une fois qu'on est au point, et quand on veut développer un logiciel de grande taille, avec un grand nombre de qubits et un grand nombre de portes quantiques qui sont les opérations qu'on séquence pour modifier l'état des qubits, on passe directement au Python. Et là, on fait de la programmation un peu procédurale en Python, où on peut avoir des boucles. Parce que comme vous le remarquez dans l'algorithme qui est au milieu, il y a des structures répétitives dans un algorithme. C'est vrai en général dans beaucoup d'algorithmes quantiques. Donc, plutôt que de les dessiner un par un à la main en descendant l'escalier, ben, on fait une boucle for Q in une range de n, qui est le nombre de qubits, et donc on fait un peu de récursivité ou de boucle dans son code. Troisième point, et là c'est très perturbant quand on est habitué à faire du code classique, on ne peut pas copier les données de manière indépendante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une donnée et dire tiens, je te mets là, puis je te reprends plus tard. La seule chose, on peut faire que deux choses. On peut soit répliquer la donnée, mais avec de l'intrication, ce qui fait que la donnée qui est copiée, elle est rendue dépendante de la donnée d'origine. Soit on peut téléporter la donnée, c'est-à-dire transférer une donnée d'un point A à un point B, mais une fois qu'elle est en B, elle n'est plus en A. C'est un peu comme dans Star Trek, si vous voulez. Vous savez, la téléportation dans Star Trek, quand Spock il va d'un endroit à l'autre, il ne reste pas à l'endroit d'origine. Il est déplacé, mais il n'est pas copié. Et donc, ça crée des contraintes, mais parfois, et en cybersécurité, ça crée un avantage. C'est que si on ne peut pas copier une donnée, ben, ça peut être intéressant du point de vue de la cybersécurité. Et puis, il y a un dernier point, et là, c'est encore plus perturbant que les trois précédents, c'est que quand vous programmez et quand vous exécutez votre circuit, le résultat que vous obtenez est totalement aléatoire. Donc là, vous allez vous dire à quoi ça sert de faire un calcul aléatoire. Et il se trouve qu'en règle générale, un ordinateur quantique, euh, on doit l'utiliser pour exécuter le même programme plusieurs fois. Et en gros, on fait une sorte de post-traitement pour calculer une sorte de moyenne des résultats. Et c'est cette moyenne qui a une valeur pertinente. Ce n'est pas un résultat unique. Et donc, le circuit qu'on a dessiné là en haut, on l'exécute plusieurs fois parce que la mesure du résultat, elle est probabiliste. Donc, vous voyez, ça fait quand même pas mal de changements à comprendre. Et c'est pour ça que l'appréhension du calcul quantique n'est pas aussi évidente que même passer du calcul classique au monde de l'IA. C'est encore plus compliqué. Alors tout ça ne marche pas encore pour plein de raisons qui occupent beaucoup de startups, beaucoup de laboratoires de recherche dans le monde, beaucoup de sociétés qui font de l'ingénierie. Alors ça ne marche pas, par exemple, euh, premièrement parce que les qubits, ils génèrent beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire que les qubits aujourd'hui, ils génèrent du bruit. Et dans ce petit schéma que je présente là, il faut savoir que les qubits génèrent à peu près en moyenne 1% d'erreur pour chaque opération. Donc dès que vous faites une centaine d'opérations, vous avez tout faux à la fin. Donc l'objectif que se sont donnés les constructeurs et les chercheurs, c'est d'améliorer à la fois la quantité de qubits qui marchent en même temps et leur qualité. Donc pour l'instant, les records, c'est ce qu'on obtient avec IBM et Continuum. On a des fidélités, ce qu'on appelle les fidélités des portes à 2 qubits qui sont de l'ordre de 99,67%, mais on ne dépasse pas 100 et quelques qubits pour l'instant. Et dans les ions piégés qui ont de meilleure qualité, on ne dépasse pas la cinquantaine. Donc l'enjeu, c'est d'en avoir beaucoup, beaucoup. Mais ça ne suffit pas. Pour être capable d'exécuter des algorithmes qui traitent les problèmes qu'on a vus tout à l'heure, y compris d'ailleurs casser RSA avec le fameux algorithme de Shor, il faut des millions de qubits. Et pourquoi il faut des millions de qubits? Parce qu'en fait, pour obtenir des qubits corrects avec un taux d'erreur faible, on est amené à utiliser une technique qu'on appelle la correction d'erreur, qui existe en informatique classique, mais qui, dans le cadre du calcul quantique, génère un overhead très élevé. L'overhead, c'est quoi? C'est la surcharge, c'est-à-dire qu'on est obligé d'assembler un très grand nombre de qubits dits physiques, ceux qui sont dans la machine, pour créer des qubits dits logiques,
qui, eux, ont un taux d'erreur qui est plus faible, vu du programmeur. Et ça coûte très très cher. Et ça a des conséquences qui est que ça multiplie par plusieurs ordres de grandeur la quantité de cryogénie, d'électronique, d'amplificateurs et de systèmes de contrôle. Et ça pose d'énormes problèmes, qui sont plutôt des problèmes d'ingénierie, là, mais qui sont quand même des problèmes pas évidents à résoudre. Donc à gauche, on a des problèmes plutôt scientifiques et mathématiques. À droite, on a plutôt des problèmes d'ingénierie qui sont liés aux problèmes d'avant. Il y a d'autres points qui sont à traiter. C'est que les ordinateurs quantiques, il va falloir les interconnecter entre eux par des connexions elles-mêmes quantiques. Et ça, ce n'est pas encore au point. Ça nécessite beaucoup de travail. Et notamment parce que pour faire de la correction d'erreur, on aura besoin d'un très grand nombre de qubits. Ça sera très, très dur d'avoir un très grand nombre de qubits dans un seul processeur quantique. Il va falloir les relier entre eux. Et pour les relier entre eux, il faut de la communication quantique. Et aujourd'hui, la communication quantique a des qualités, des fidélités qui est encore moins bonnes que les qubits. Et donc, ça complique encore le jeu. Et puis aussi, on aura besoin, pour un très grand nombre d'algorithmes, de mémoire quantique qui n'existe pas encore. Donc là, c'est juste, pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous montrer que les enjeux pour faire un ordinateur quantique qui reste gratis, qui délivre toutes les promesses que j'évoquais au début, c'est un enjeu qui est un mélange d'enjeux scientifiques et d'enjeux d'ingénierie et de technologie qui est énorme. Et les mauvaises langues disent que c'est aussi compliqué que la fusion nucléaire. C'est vraiment très, très compliqué d'y arriver. Alors, ce qu'on appelle un qubit logique, je disais tout à l'heure, c'est un qubit qui assemble des qubits physiques pour transformer les taux d'erreur qui sont aujourd'hui de l'ordre de 1 à 0,1% en des qubits pour lesquels le taux d'erreur est beaucoup plus faible, entre 10 puissance moins 8 et 10 puissance moins 15. Et ça, c'est compliqué. Et, alors, la grande question qui se pose, pour conclure sur la partie sur l'ordinateur lui-même, et puis je vais passer à la cyber juste après, la question c'est quand est-ce que ça va arriver? Et il y a plein de manières différentes d'observer ça. Première manière, c'est de se dire, tout d'un coup, dans 10 ou 15 ans, il y a l'ordinateur magique qui arrive, qui fait tout ce que je vous ai dit. Bon, ça, c'est une vision naïve. La vision plus réaliste, c'est de se dire qu'il y aura des progrès continus qui vont intervenir dans le temps. Aujourd'hui, on a à peu près une centaine de qubits qui marchotent plus ou moins. On arrive à faire des algorithmes qui ne permettent pas d'avoir un avantage quantique, mais qui permettent d'expérimenter les choses. Et d'année en année, il y a des choses qui évoluent. Par exemple, l'année 2024, on pourra dire que c'est l'année de la correction d'erreurs. Parce que c'est une année où, pour la première fois, notamment chez Google il y a 2 mois, ils ont été capables de créer un qubit logique qui était meilleur que les qubits physiques. Parce que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Donc, on est capable de montrer qu'en augmentant le nombre de qubits physiques à une qualité qui reste stable, on peut améliorer la qualité des qubits logiques et donc potentiellement aller vers l'ordinateur dit à tolérance de panne. Alors, il peut y avoir aussi la vision des pessimistes, comme Serge Haroche, prix Nobel français, qui considère que ça ne marchera jamais, et de se dire qu'au bout d'un certain temps, peut-être dans 5 ou 10 ans, on atteindra un taquet et on ne pourra pas aller plus loin. Ça, c'est la vision pessimiste. Alors, on peut définir de manière assez simpliste 3 grandes étapes de progrès. Première étape, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est des ordinateurs quantiques avec quelques dizaines de centaines de qubits. Ça permet de faire de la veille technologique, ça permet d'expérimenter à petite échelle, notamment d'ailleurs grâce aux émulateurs que Georges présentera tout à l'heure, parce que les émulateurs permettent de tester des algorithmes à petite échelle et avec des ordinateurs classiques avant que l'ordinateur quantique qui les supporte fonctionne bien. On peut aussi développer ce qu'on appelle les algorithmes dits quantum inspired, c'est très à la mode aujourd'hui. Ce sont des algorithmes qui consistent en fait à s'inspirer des méthodes quantiques, mais avec des méthodes qu'on appelle les réseaux de tenseurs, qui permettent de développer des algorithmes classiques pour résoudre des problèmes d'optimisation ou de simulation chimique, mais avec des machines classiques, notamment avec des processeurs NVIDIA. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, les réseaux de tenseurs qui servent à faire ce genre d'algorithme sont aussi utilisés dans les émulateurs dont Georges vous parlera. Et tout ça, c'est dans le cloud. Euh, L'étape suivante, mais que je ne sais pas positionner avec précision dans le temps, ça peut être aussi bien dans 3 ans que dans 10 ans, c'est d'arriver à rentrer dans un régime d'avantage quantique où on aurait des cas d'usage utiles pour l'industrie, déployables en production, avec des machines quantiques réelles, pas en émulation, et capables de vraiment faire mieux que l'ordinateur classique. Et c'est là où il faut beaucoup se méfier des études de cas qui sont publiées par les uns et les autres, parce que beaucoup d'études de cas sont publiées, mais elles ne sont pas meilleures. Et ça ne coûte pas moins cher. Donc, c'est très important de comparer à l'existant qui lui-même évolue de l'informatique classique. Et l'étape d'après, et c'est très très dur de dire quand elle interviendra, on aura des cas d'usage plus nombreux, on aura un avantage quantique généralisé, ça pourra fonctionner dans un grand nombre d'industries, et c'est peut-être à ce moment-là qu'on saura casser RSA aussi. Donc, on est optimiste, c'est dans 15 ans. Il faut savoir que tout ça, c'est dispo dans le cloud.
Dans le cloud, chez les grands acteurs américains et aussi chez OVH Cloud en France, on a des offres d'émulateurs. Donc, c'est des logiciels qui tournent sur des serveurs. Et l'offre est variable sur le nombre de qubits qui est supporté. Et on a surtout déjà beaucoup de machines quantiques qui sont disponibles pour faire des expérimentations. Et donc, on a la machine de Pascal qui est disponible en France. On a des ordinateurs américains ou autres disponibles chez Amazon et Microsoft. IBM propose des siens avec 133 et 156 qubits aujourd'hui. Et on a Google qui propose IonQ et un qubit d'Alice and Bob dans son propre cloud. Alors, la grande difficulté qu'il y a pour les observateurs de l'extérieur, c'est de comparer les machines. Par exemple, quand vous voyez qu'il y a 5600 qubits chez D-Wave, il y en a 100 chez Pascal et il y en a 11 chez IonQ ou 30 ou selon les cas. Comment ça se compare? Bah, malheureusement, ce n'est pas des qubits équivalents. Donc, ça complique encore le jeu. Donc, on ne peut pas comparer 32 qubits en mode programmable avec des qubits comme ceux de D-Wave ou ceux de Pascal parce qu'ils n'utilisent pas le même paradigme de calcul. Donc, ça complique un petit peu le jeu dans la comparaison. Alors maintenant, on va passer à la cyber. Le truc qui fait peur à tout le monde depuis 30 ans exactement, puisqu'on va fêter cette année les 30 ans de l'algorithme de Peter Shor, qui à l'époque travaillait au Bell Labs, maintenant travaille au MIT, c'est un algorithme qui permet de casser des clés RSA notamment, grâce à la factorisation de nombres entiers. C'est un algorithme qui est un peu compliqué à expliquer, c'est le schéma qui est à droite. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour mettre en place cet algorithme sur un ordinateur quantique, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui du hardware, les ressources pour mettre en œuvre, pour casser une clé RSA en production, typiquement une clé 2048 bits, alors ce sera encore pire avec une clé 4000 bits, il faut beaucoup de ressources. Alors, avec les ressources du type de celle de Google, il faudrait 20 millions de qubits supraconducteurs, ce qui est quand même beaucoup, vu qu'aujourd'hui, ils sont à 105. Et dans le cas le plus optimiste, si on prend les qubits de chat qui sont plus fiables, de Alice and Bob, qui en a un pour l'instant, il en faudrait 100 000. Donc, on est loin du compte quand même hein, pour mettre en place cet algorithme-là. Mais il faut savoir que l'algorithme de Shor, il n'est pas le seul, en fait, dans la nature. Il y a, en fait, 4 classes d'algorithmes connus qui pourraient casser différents types de systèmes de cybersécurité. Typiquement, l'algorithme de Grover, qui est un algorithme de recherche, il est capable de casser des clés symétriques. Mais le problème, c'est qu'il ne marche pas encore. Son accélération n'est pas aussi bonne que l'accélération exponentielle de l'algorithme de Shor. Et donc, en fait, il y a une menace théorique sur tout un tas de systèmes de protection de cybersécurité. Pareil pour l'algorithme D-log de Shor, qui est un autre algorithme, qui n'est pas la factorisation, qui est un algorithme de discrete log. Pareil pour l'algorithme de Simon, qui a une accélération exponentielle et qui pourrait casser certains systèmes qui sont utilisés pour le chiffrement de données stockées sur des disques durs, des SSD. Mais tous ces algorithmes-là, ils nécessitent des ressources matérielles qui ne sont pas disponibles du tout et qui ne le seront pas avant très très longtemps. Donc c'est pour ça qu'on en parle peu. On se focalise beaucoup sur l'algorithme de Peter Shor, qui est le plus simple à retenir et qui casse RSA, et donc tous les protocoles qui reposent sur RSA, notamment bah, tout ce qui concerne IPsec, SSH, SSL, etc. Là-dessus, l'industrie de la cybersécurité a essayé d'imaginer des solutions pour se protéger. Il y a des solutions classiques et des solutions quantiques pour se protéger. Alors, les solutions classiques, c'est ce qu'on appelle le quantum resistant cryptographie. Donc, ce sont les solutions de cryptographie qui résistent au quantique. Alors, il existe déjà des systèmes, notamment à clé symétrique, comme AES ou les compagnies, qui sont résistants au quantique. Donc, pour l'instant, ils ne posent pas de problème. Il y a tout ce qu'on appelle la post-quantum cryptographie, qui sont de nouveaux algorithmes de chiffrement à base de signatures ou de chiffrement, et qui sont adaptés à de la cryptographie asymétrique et qui sont censés résister au calcul quantique. Donc ça, tout ça, c'est l'univers du classique. Mais il y a tout un univers dont on ne parlera pas beaucoup aujourd'hui, qui est l'univers de la cryptographie quantique elle-même, qui repose sur la génération de clés quantiques qui sont partagées sur des fibres optiques ou des liaisons satellites et qui sont censées résister de manière physique à des intrusions et qui protègent les communications. Ce n'est pas très populaire dans les gouvernements, notamment occidentaux. C'est un domaine d'investigation principal en Chine, en fait. Les Chinois misent là-dessus. Et en vert, cette technologie, elle pourra servir dans un futur plus lointain à la mise en œuvre de ce qu'on appelle un Internet quantique qui permettra, au-delà de la cryptographie, de relier entre eux, via des protocoles de téléportation, des ordinateurs quantiques entre eux, des capteurs quantiques entre eux, de faire tout un tas de choses qui sont
un petit peu de la science-fiction aujourd'hui, mais qui sont étudiés par des sociétés et par des laboratoires. Là-dessus, le NIST, que vous connaissez tous dans la cyber, le NIST a lancé un beauty contest il y a 8 ans pour standardiser la cryptographie post-quantique. Parce que le NIST, comme la NSA aux États-Unis, sont soucieux de l'arrivée de cet algorithme de Shor et d'ordinateurs permettant de le mettre en œuvre. Donc, ils ont lancé un concours il y a 8 ans. Et au départ, il y avait 82 candidats. Euh, une année plus tard, ils ont limité la sélection, ils en ont viré quelques-uns, ils sont passés à 69. Et puis après, ils sont passés à 26 en 2019. Et puis en 2020, ils sont passés à 15. Donc vous voyez, c'est un peu le koh de la cyber. Ils ont limité la sélection. Donc juillet 2020, ils étaient tombés à 15. Et puis en 2022, en juillet, ils sont tombés à 4. Euh, donc, j'ai oublié de tête, il y en a un sur la signature et 3 sur la crypto, au contraire, j'ai oublié. Et ces quatre-là, sur les quatre, bah, eh bien, l'été dernier, je crois que c'était en juillet, ils ont été standardisés. C'est-à-dire qu'ils avaient en gros des protocoles qui sont devenus des Draft International Standards et juillet dernier, c'est devenu des standards. 3 sur les 4. Et le quatrième va être standardisé dans l'année qui vient, je crois, dans le pire des cas. Alors, petit détail, dans les 15 qui ont été choisis, qui étaient des protocoles censés nous protéger contre l'ordinateur quantique, il y en a 2 qui ont été cassés. Bon, ça veut dire qu'on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise nouvelle sur les protocoles mathématiques. Et en janvier 2023, voilà le papier, c'est des Français d'ailleurs qui ont trouvé le moyen de casser un des 4, mais pas forcément de le casser de manière dangereuse. Et ils l'ont potentiellement vulnérabilisé par ce qu'on appelle les side attack channels. C'est des attaques qui nécessitent d'avoir un accès au matériel, ce qui n'est pas le cas en général quand on est dans un Internet ouvert. Donc tout ça pour dire que la PQC c'est bien, mais bon, c'est pas forcément la panacée, parce que une protection mathématique n'est jamais une protection ad vitam. Il y a toujours des petits malins qui trouvent des algorithmes pour casser ces systèmes. Alors je ne vais pas vous refroidir le moral, mais bon, il faut quand même être prudent, aussi bien d'ailleurs vis-à-vis de la cryptographie quantique que de la cryptographie post-quantique. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise dans ce domaine-là. Alors il se trouve que l'industrie de la cryptographie post-quantique, bah, elle est en train de se monter. Il y a déjà des dizaines de sociétés qui proposent des solutions, des très grandes, hein, comme IBM, dont on parlera tout à l'heure, mais Eviden en France, Microsoft, Sandbox IQ, qui est une spin-off de Google, et puis tout un tas de startups qui proposent des algorithmes et des solutions logicielles de cryptographie post-quantum. J'en ai terminé. C'était très rapide. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire mon livre. Il est gratuit. Vous pouvez le télécharger sur mon blog. Vous avez le code barre même pour le récupérer rapidement. Vous googlisez Understanding Quantum Technology. Vous avez 1500 pages, dont 100 et quelques pages sur la partie cyber et crypto, et des centaines de pages sur les autres sujets, notamment la programmation, les algorithmes, les cas d'usage. Et je vous recommande quelque chose que j'ai testé récemment. Vous allez dire, ça vous fait peur, 1500 pages, je comprends, hein, parce que moi-même, ça me fait peur quand je les mets à jour. Vous pouvez utiliser un outil qui est absolument extraordinaire, qui va me donner lieu d'ailleurs à un article dans mon blog bientôt. C'est Google Notebook LM. C'est un système à base de LLM et de RAG, système de traitement du langage. Vous chargez les 5 volumes de mon livre dedans et vous lui posez des questions et il vous répond en clair, de manière plus synthétique que ce que je vous raconte ou ce que vous pourriez lire dans le livre. Donc c'est une bonne méthode pour en savoir plus. Sur ce, je laisse la place à Georges maintenant, je crois. Ouais, ben, merci Olivier, merci pour cette présentation extrêmement intéressante. Un peu courte, certes, mais intéressante. Voilà, bon, Georges, c'est à vous. Alors, je vais partager mon écran. Normalement, vous devriez voir. Oui, très bien. Vous voyez? Donc, Oui. je vais passer en mode... voilà. Voilà. Ça prend un peu de temps. Alors, quelques mots sur QPerfect pour commencer. Donc, QPerfect, c'est une émanation de l'Université de Strasbourg et du CNRS, qui a été fondée par une équipe de physiciens quantiques de réputation mondiale qui sont notamment spécialisés dans ce qu'on appelle les atomes neutres. Donc, Olivier vous a présenté différentes technologies de qubits. Une des technologies de qubits, c'est les atomes neutres. Et notre équipe, qui est emmenée par le professeur Guido Pupillo et le professeur Shannon Whitlock, font partie des spécialistes mondiaux de ce domaine.
L'équipe a travaillé et travaille toujours sur 3 grandes initiatives nationales et européennes. Une première initiative qui s'appelle Access. Donc Access, c'est une initiative qui a été mandatée par le gouvernement français pour construire en France, à Strasbourg, un ordinateur quantique à atome neutre de 400 qubits qui est en cours de fabrication au Centre européen de sciences quantiques. 400 qubits, ça va placer la France parmi le trio de tête, on va dire, en termes de volume de qubits. L'équipe participe également à 2 autres projets, un projet européen qui s'appelle Eureka, donc ça vise à constituer la filière atome neutre en Europe avec 7 pays, et puis Interreg, donc c'est un tout nouveau projet qui en fait vise à construire les composants. Olivier vous a parlé par exemple de tous les composants électroniques qui sont utiles à la gestion d'un ordinateur quantique. Donc Interreg, c'est ça. Et c'est une vingtaine de partenaires académiques, entreprises autour de ça. On est bien placé à Strasbourg pour la collaboration transfrontalière, comme vous le savez. Et les 4 pays européens qui sont vraiment en pointe, j'exclus la Grande-Bretagne, sont l'Allemagne, la France, la Suisse et la Hollande. Donc il y a cet axe qu'on appelle le Grand Rhin, c'est un peu approximatif en termes géographiques, mais où vous avez la plupart des grandes universités, des utilisateurs finaux, etc., notamment avec toute l'industrie chimique qui est très concentrée autour de la vallée du Rhin. Donc, QPerfect a été créé récemment. C'est une société qui a été créée en avril 2023. Elle compte 10 employés à ce jour. Elle a déposé un certain nombre de brevets. Et notre produit, qui est un émulateur quantique, c'est-à-dire un logiciel qui permet de simuler le fonctionnement d'un ordinateur quantique en utilisant des ressources classiques, est opérationnel. Et nous avons des premiers clients. Alors, on va passer rapidement là-dessus. Comme le disait Olivier précédemment, l'ordinateur quantique est une promesse forte dans un certain nombre de sujets, une technologie disruptive, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et c'est là que la technologie QPerfect joue un rôle important. C'est pour, en quelque sorte, permettre d'anticiper la création de valeur possible par l'informatique quantique. Le secteur financier est tout à fait en pointe sur le sujet, dans de multiples directions, pour de multiples cas d'application. L'optimisation, tout d'abord. Il y a eu beaucoup de publications sur ce qu'on appelle la gestion de portefeuille d'actifs, mais également sur ce qui est paiement interbancaire. Je reviendrai sur ce sujet un peu plus loin dans la présentation. Il y a eu aussi des cas sur le machine learning, par exemple pour la détection de la fraude, le profilage de risque client. Et puis bien sûr, un autre sujet qui ont ce qu'on appelle les QNRG, c'est-à-dire les clés de cryptage, qui est un sujet important pour cette industrie. Alors, nous existons pour accélérer l'avènement de l'informatique quantique, et notamment dans un domaine stratégique qui a déjà été évoqué, c'est le domaine de la correction d'erreurs. Pour simuler la performance des algorithmes quantiques, des circuits, pour tester des nouveaux protocoles de correction d'erreurs, il y a besoin de mettre en place des simulateurs à large échelle, avec une précision de simulation importante et des vitesses de restitution des résultats également fortes. Et c'est ce que nous faisons chez QPerfect. Nous modélisons en fait l'informatique quantique aujourd'hui et demain. Alors même si nous sommes plutôt spécialisés en atomes neutres, les logiciels que nous avons créés chez QPerfect sont agnostiques, c'est-à-dire qu'ils sont capables de simuler des systèmes fonctionnant à partir de qubits supraconducteurs, des ions piégés, donc d'autres familles de qubits que la famille des atomes neutres. Nous avons développé et lancé une première solution qui s'appelle MIMIC. Et donc MIMIC utilise des propriétés mathématiques des tensor networks, et notamment d'une famille précise de tensor networks qu'on appelle les matrix product states. Alors, en résumé, ça vous permet de modéliser des circuits quantiques, ou en tout cas de tester des circuits quantiques à très large échelle, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de qubits sur certaines familles d'algorithmes, c'est-à-dire des simulations qui vont bien au-delà des machines actuelles ou en cours de construction. Voilà, donc on est avec QPerfect, avec l'émulateur QPerfect, vous êtes, on va dire, 1 à 2 générations
en avance de ce qui se fabrique aujourd'hui sur le marché. Donc, c'est une bonne façon d'avoir la bande-annonce de ce que pourrait être la performance d'un ordinateur quantique dans les 3 à 5 années à venir. Notre émulateur quantique a réalisé quelques prouesses qui ont été partagées. Notamment, nous avons simulé un circuit de 1400 qubits en 6 minutes, un circuit compliqué. Nous pouvons simuler des circuits qui comprennent à la fois ce qu'on appelle des portes Clifford et des portes non Clifford. Alors, pour les non-initiés, donc c'est une universalité des types de portes et des modalités de portes qui peuvent être simulées. Et notamment, c'est très utile pour la correction d'erreurs. Par exemple, pour des circuits complexes comme ce qu'on appelle le Magic State Distillation, donc des circuits qui requièrent de simuler des centaines de qubits avec une fidélité à 100%. Nous avons aussi dans notre roadmap l'objectif d'être les plus rapides du marché par rapport aux autres émulateurs qui existent. Et un petit cocorico, puisque sur le diagramme qui vous est montré ici, sur la simulation d'un algorithme qui est très répandu, qui s'appelle le VQE, et qui est utilisé notamment en chimie, mais aussi en simulation financière, vous voyez que Mimic fait beaucoup mieux que Google et IBM en termes de vitesse d'exécution. Alors, 3 cas d'utilisation pour la technologie d'émulation quantique. Le premier cas d'exécution, c'est la cryptographie. Donc, c'est des sujets sur lesquels notre équipe travaille. En décembre dernier, le professeur Shannon Whitlock, qui est un de nos cofondateurs, a publié un papier sur l'utilisation de l'algorithme Grover pour, on va dire, s'attaquer au RSA. L'algorithme de Shor est l'algorithme star dans ce domaine-là. Mais comme l'a dit Olivier, il faut des millions de qubits pour obtenir un résultat. Donc, il y a différentes équipes dans le monde qui travaillent sur d'autres algorithmes, sur des variantes. Jusqu'à présent, l'informatique quantique n'excellait pas vraiment dans le domaine, puisque le record quantique, à notre connaissance, en dehors de ce qu'on appelle les systèmes à recuit quantique, était de 21, 3 fois 7, pas génial. La puissance de calcul nécessaire pour un ordinateur classique, même un super ordinateur classique, pour aller chercher par exemple la factorisation du RSA 250, c'est 700 années-cœur de processeur. C'est énorme. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant, on va dire la cryptographie RSA est plutôt tranquille et le quantique est encore loin de ça. Mais les choses vont vite. Alors il faut se méfier des effets d'annonce. Régulièrement, toutes les semaines, tous les mois, on voit un papier qui passe. Ça vient souvent de Chine, où on dit, voilà, on va y arriver avec moins de qubits, on va y arriver avec des modalités mathématiques différentes, etc. Très sincèrement, de manière très transparente, on est encore loin de la menace fantôme. Très, très loin. D'accord? Plusieurs années. Mais il y a ce qu'on appelle le théorème de Mosca, que peut-être certains d'entre vous connaissent, donc qui explique qu'il faut se préparer dès maintenant. C'est pour ça que, par exemple, le NISQ s'y est mis dès 2016. Il faut se préparer dès maintenant. Si certaines données doivent être protégées pendant de très longues années et que la transition, la durée de transition nécessaire pour passer du système actuel au système futur est également longue, alors il faut commencer dès maintenant, parce que l'informatique quantique trouvera probablement, c'est pas sûr, mais trouvera probablement des moyens de casser les clés RSA d'ici une quinzaine, une vingtaine d'années. Donc ça se prépare dès maintenant. Deuxième cas, c'est les paiements interbancaires. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'Estelle regarde ou qui est dans le scope de vos activités ou de ce que vous regardez, mais il y a eu beaucoup de cas aussi d'optimisation des paiements interbancaires. Comme vous le savez, la séquence de paiement, ce qu'on appelle le reordering, est extrêmement importante pour limiter la quantité de liquidité nécessaire au solde des différents acteurs bancaires, parce que c'est une gestion qui se fait en masse. Donc, il y a un certain nombre d'algorithmes classiques en heuristique qui permettent d'optimiser ça. C'est très comparable au problème du voyageur de commerce. Il s'agit de trouver la meilleure séquence de paiement, le meilleur itinéraire pour payer. Il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, il y a eu un cas d'usage qui a été publié par la Banque du Canada en collaboration avec D-Wave, l'ancien employeur, sur
une comparaison entre le meilleur algorithme quantique hybride disponible et l'algorithme classique de référence qu'on appelle SCIP. Et donc, il y a eu observation d'un gain marginal. On se dit, un gain marginal, c'est quoi? C'est 1,4% de liquidité en moins nécessaire pour faire la balance. Mais ça représente quand même 1 milliard d'euros, 1 milliard de dollars canadiens, pardon. Donc, c'est pas rien. Le passage à l'échelle, c'est-à-dire aller tester sur plus de paiements, sur plus d'acteurs, est déjà possible avec la simulation. D'accord? Est déjà possible avec l'émulation. Le cas numéro 3, qui vous concerne peut-être un peu moins, c'est la gestion de portefeuille. C'est vraiment le gros cas d'application pour l'industrie, en tout cas pour le secteur financier. L'idée, c'est d'optimiser le rendement des actifs, de diminuer le risque, donc de trouver la meilleure combinaison actions, obligations, etc. C'est d'estimer un rendement prédictif et c'est de limiter les coûts opérationnels de traitement et de gestion. Alors, certains papiers ont été publiés qui annoncent des réductions de temps de traitement de l'ordre de 80%. Donc, c'est à voir. Il y a d'autres papiers qui ne sont pas aussi optimistes. L'intérêt, c'est de continuer à tester. C'est de se mettre en veille sur le sujet parce que ça a évidemment des gains de quelques pourcents, ne serait-ce que de quelques pourcents, sont évidemment recherchés par toutes les organisations financières, par toutes les grandes organisations financières. Alors, chez QPerfect, on s'est dit que c'était un sujet qui pouvait être intéressant, donc on s'est associé avec une société au Danemark, bien connue, qui a développé une série d'algorithmes. Et donc, on a fait tourner notre simulateur avec cet algorithme. Et on est capable, par exemple, juste pour référence, on est capable de simuler un portefeuille d'une centaine d'actions, d'optimiser, pardon, un portefeuille d'une centaine d'actions en 1 minute, avec un taux de fidélité pratiquement à 100%. Donc, vous voyez, l'intérêt des émulateurs quantiques, c'est vraiment de vous donner une vision de ce qui va se passer dans le futur. Le jour où l'ordinateur quantique matériel, hardware, prendra le dessus sur les émulateurs, ce jour arrivera certainement, mais ce n'est pas pour aujourd'hui et ce n'est pas pour demain, selon ce que nous observons. Alors, il y a plein de choses à faire ensemble. Évidemment, sur le sujet de l'optimisation, on vient d'en parler, sur le machine learning. On travaille, nous, avec beaucoup d'éditeurs de logiciels dans le monde qui travaillent sur tous ces sujets, sur la cryptographie également. Donc voilà, l'idée c'est d'ouvrir, c'est de collaborer ensemble parce que personne n'a la solution tout seul en ce qui concerne le déploiement des solutions quantiques. C'est toujours des collaborations. Vous avez vu au début de ma présentation les consortiums qui se sont formés pour produire de la valeur en informatique quantique. Ce n'est pas même pas 2 ou 3 partenaires, c'est des initiatives régionales, européennes, voire internationales et mondiales. Je suis à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus, aller plus loin sur les sujets qui ont été évoqués. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre invitation. Merci Georges, c'était en fait un bon point parce qu'effectivement ça nous rassure quelque part. Donc effectivement la technologie elle est ce qu'elle est. Bon globalement si vous pouvez simuler peut-être ça coûtera moins cher que ces grands consortiums qui vont essayer d'apporter de la technologie, mais bon globalement on est encore un peu dans le cirage comme on dit. Mais enfin c'est un peu plus clair. Bon sans transition je vais passer la parole à Yves qui se débat dans le post-quantum pour son KYC. Je ne sais Ah, pas où est-ce qu'il est. Voilà. j'ai besoin de partager. Je peux pas. Pour l'instant, il faut relâcher l'autre présentation. Ouais, tu peux pas partager. Non, là, l'autre n'autorise pas le partage de plusieurs présentations pour cette réunion. Donc, il faut que quelqu'un relâche la présentation de Georges. Ah, il faut qu'il relâche partager. Ouais. C'est fait. Vous devriez pouvoir Merci, partager Georges. maintenant. Merci, Georges. Euh, Attends, je vais le refermer parce que d'accord. voilà. Normalement, ça doit être possible pour toi. Est-ce que c'est parti Voilà, pour vous? voilà, c'est très bien. Ok. Voilà, donc euh,
Je pense qu'on m'entend là, oui, c'est bon. Très bien, très très bien. Voilà, donc ce qui m'amène aujourd'hui, c'est vous dire quel a été notre parcours auprès d'IBM. Donc en fait, nous avons été sélectionnés par IBM pour amener notre solution SCA, MFA pour les grandes banques et les grands organismes dans leur mode Hyper Protect Post-Quantum Solution. Donc, et on a été sélectionné par IBM il y a 2 ans lors des ZD IBM. On a été lauréat euh, de cette opération. Et donc aujourd'hui, nos solutions sont disponibles en option chez IBM dans le monde post-quantum. Alors, on peut le mettre en mode privé, on peut les installer en mode privé, banque par banque, éventuellement dans le cloud d'IBM, post-quantum ou dans un cloud classique ailleurs. Et là, je vais focaliser un petit peu sur ce qu'on a proposé et à partir des évolutions de nos solutions. En fait, notre solution tournait en environnement IBM classique à destination des grandes banques françaises et européennes. Et aujourd'hui, donc, cette solution va être proposée par IBM aux grandes banques américaines dans le mode post-quantum parce que les Américains veulent vraiment rentrer là-dedans à fond et pour éviter les écueils et se préparer au futur. Donc le marché aujourd'hui, donc où est-ce que Biometrics intervient? Donc c'est le scanning d'applications, la protection des transactions, euh, les accès sécurisés principalement. Et je vous ai dressé le monde global tout autour, les endpoints, la fraude, les problèmes réseau, les problèmes de données, etc. Donc, la généralisation, donc on est sous environnement GDPR, bien sûr. On a aussi à prendre en compte tout ce qui est demandé au niveau de donc les nouveaux paradigmes, Illinois, Texas, Europe, il y a des spécifications au niveau des règlements, je dirais, qui sont qui sont pas du tout homogènes. Donc ça, c'est aussi une problématique pour nous de répondre à l'hétérogénéité de toutes ces réglementations. Bien sûr, il y a le NIS 2, on en parlait en ouverture tout à l'heure avant le départ de la concurrence parce que on n'a pas de transposition aujourd'hui en France active et on est au niveau bancaire dans un environnement complexe, PSD2, qui est décidé depuis 2022, mais qui n'est pas du tout active réellement aujourd'hui en 2024, et on peut dire déjà en 2025, c'est-à-dire que ce n'est pas respecté à 100%. Il y a donc l'environnement DORA, il y a l'anti-money laundering pour la gestion de la fraude, et donc aussi donc toutes les recommandations pan-européennes et mondiales. Donc on les a vues passer au fur et à mesure du temps. Donc et c'est quelque chose qui est quand même extrêmement complexe à suivre et où il est difficile de s'adapter. D'autant que les clients ne bougent pas aussi vite que ça, et nous, on doit pourtant être prêts. Donc, je vais simplement citer pour référence, euh, je dirais, les principales choses qui sont à mettre en place au niveau des recommandations donc pour le post-quantum. Donc, il y a la publication NIST que je cite ici, 863B, et les régulations sur le TLS. Alors, vous avez vu le TLS 1, 2, on est au 3 aujourd'hui, qui est une simplification du 2, mais tout ça fait partie des recommandations du NIST pour le post-quantum. Je les recite ici et je vous les ai mis. On ne va pas passer 2 heures dessus, je vous les ai juste mis ici pour mémoire. Si quelqu'un veut relire, comme ça, il a une petite synthèse de tout ce qu'il y a à faire et tout ce qu'il y a à mettre en place. Ce sont les recommandations NIST globales, parce que je pense que c'est fortement intéressant d'avoir cette vue synthétique de ce qui doit être fait. Et ça, ce sont des tâches extrêmement lourdes pour tout ce qui est environnement bancaire. Pour chaque bullet point, c'est quelque chose c'est un vrai projet en soi. Donc, ce que fait United Biometrics est dans le monde post-quantum.
Donc aujourd'hui, nous proposons donc un ensemble de solutions qui répondent d'abord à tous les environnements, aussi bien smartphone, iOS, Android, mais aussi le monde du PC, que nombre de concurrents oublient, mais qui pourtant reste l'interface, je dirais, bureau et professionnel principale, surtout dans le monde bancaire et surtout pour les acteurs qui font, par exemple, des transactions de portefeuille sur les plateformes bancaires. Et pour les gros investisseurs institutionnels, je ne vois pas comment ils vont faire ça sur un smartphone. C'est pas gérable. Ils ont besoin de plusieurs écrans, plusieurs connexions, plusieurs affichages, des courbes, etc. Donc c'est assez surprenant que la concurrence ne s'intéresse pas au monde du PC. Donc aujourd'hui, nous avons donc développé des solutions avec donc divers choses, en particulier, je dirais, renforcement de nos modes d'enrôlement et d'authentification et de vérification par de l'intelligence artificielle. Alors, ces moteurs d'intelligence artificielle, c'est du développement in-house, inspiré bien sûr de modèles existants. Et la différence par rapport à nos concurrents, c'est que nous avons onboardé donc les solutions AI sur le terminal aujourd'hui. Donc, on est vraiment, on a réussi à embarquer ces solutions sur les terminaux, ce que personne ne propose. Tout le monde propose ça en accès serveur central, et on est les seuls à proposer de l'AI, comment vous dire, sur les terminaux, sans pour ça ralentir les terminaux en termes transactionnels. Étant donné que les transactions pour United Biometrics, point à point, c'est 30 millisecondes. Donc, c'est quelque chose de transparent en termes de transactions. Donc, on a les sécurisations donc des accès, les endpoints, la ségrégation de données. On rentre déjà aussi, nous, de notre côté, dans NIS2 au niveau performance. Et bien sûr, toute la protection que l'on se doit d'amener à nos clients qui nous confient des biométries. C'est-à-dire que c'est anonymisation des profils des clients, révocabilité des biométries, c'est-à-dire que si une base de données est attaquée, on est capable de réenrôler euh, donc, tous les utilisateurs en changeant la donnée biométrique transformée stockée. Donc, on travaille sur des hashes et on travaille sur du hash avec une injection de seed choisi en mode aléatoire, donc pour obtenir un transformé différent les uns des autres, et on peut avoir une totale, comment dire, des données totalement différentes sur plus de 8 millions d'enrôlements successifs. C'est-à-dire qu'on peut vous enrôler 8 millions de fois votre visage et obtenir 8 millions de fois donc, des données différentes. Et donc, chaque donnée qu'on a obtenue, on a essayé de les attaquer les unes sur les autres pour voir s'il y avait une quelconque jointure entre les données ou une couverture potentielle ou des conflits. On est monté jusqu'à 8 millions sans problème. Donc, ça veut dire qu'on peut vous enrôler pour plusieurs vies une fois par jour, si j'ose dire. Donc aujourd'hui, on a aussi travaillé sur des éléments de sécurité pour porter nos biométries sur carte à puce, étant donné qu'on a largement diminué les données biométriques. Pour un visage, au début de United Biometrics, il y a 10 ans, nous étions à 450 koctets de données stockées. Aujourd'hui, grâce aux algorithmes, au hashing, et donc à notre meilleure gestion de données, pour un visage, on stocke 32 octets, ce qui fait que sur une carte à puce, on a des temps de réponse qui sont euh, instantanés. Donc, et aussi donc, l'aboutissement, je dirais ce dont je voulais euh, mettre l'accent aujourd'hui dessus, c'est vraiment offrir une solution où les données stockées dans le cloud sont non seulement
conforme à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire anonymisation, révocabilité de données et données non réversibles via un hash, mais aussi rentrer dans le post-quantum en termes de protection, c'est-à-dire que nos données peuvent être stockées dans un cloud post-quantique et donc on a travaillé avec IBM là-dessus pour offrir cette solution. Donc bien sûr, il y a, je vais revenir un peu dans les détails, donc le GDPR bien sûr, donc la demande formelle du consentement de l'utilisateur. Donc en fait, nous avons aussi tout ce qui est donc les AAL d'OpenID Connect avec les 3 niveaux de LOA que l'on peut choisir en fonction, je dirais des données biométriques que l'on peut choisir. Donc nous, on a une signature, en fait, on a de la biométrie physique et de la biométrie comportementale. Donc on sait faire une signature rapide à l'écran, on sait faire du visage, on sait faire c'est pas marqué ici dans cette interface parce qu'il aurait fallu LOA 4, mais il n'y en a que 3 disponibles sur OpenID Connect. Donc on peut faire de la voix aussi. Et on peut aussi donc rajouter des données classiques comme le PIN ou des choses comme ça en fonction de ce que choisit le client et bien sûr de l'interface. Là, vous avez le mobile à gauche et ce qu'on sait faire par exemple sur un desktop à droite. Et bien sûr, tout ceci peut être complété par un stockage des biométries, non pas sur le terminal, mais sur une carte à puce. Et la comparaison des biométries hachées va se faire dans la carte à puce, dans le secure element de la carte, pour avoir un maximum de sécurité. Donc, on a travaillé aussi sur le KYC, parce que l'enrôlement des données et afin de créer des données fiables, donc partir d'une pièce d'identité ou d'un passeport sur lesquels on va aller lire la puce, comparer les données réelles du visage présenté aux données qui sont chargées dans la puce, avec tout ce qui est extraction, comparaison en temps réel, ensuite avec les données stockées sur le chip, donc une carte à puce potentielle, bien sûr, tout ce qui est process d'anti-spoof, anti-injection et deepfake, et donc les décisions par rapport à l'enrôlement et à l'authentification. Donc, voilà en fait une succession d'écrans. Alors, bien sûr, c'est de l'environnement technique que je vous présente ici. Le client a toute liberté, bien sûr, de mettre ses interfaces bien sûr à ses logos, à ses couleurs et à son organisation, et on l'aide à transposer ça, étant donné qu'on lui livre donc des SDK iOS, Android et une application PC modifiable. Bon, les extractions, anti-injection, comparaison avec les données sur des chips et deepfake resistance. Ceci, donc, ces signatures où on va prendre 4 points au hasard, donc qu'on va enrôler plusieurs fois pour avoir une moyenne statistique, et donc à refaire en signature biométrie comportementale plus un visage. On a aussi un facteur de possession propriétaire qui empêche le déménagement de l'application d'un mobile à un autre, afin de durcir ceci. Donc l'enrôlement est signé et co-signé aussi donc au niveau des serveurs. Donc ce qui fait qu'on a un lien entre le terminal et le serveur extrêmement fort au niveau du facteur de possession. Il ne suffit pas de posséder l'application, il faut qu'il y ait un facteur de possession intrinsèque United Biometrics dans le périmètre. Donc nous sommes passés, on peut fournir en fonction des réglementations suivant les pays, donc du décentralisé, du centralisé on cloud et du post-quantum centralized avec nos partenaires IBM. Ceci va se déployer forcément plus facilement aux États-Unis qu'en Europe, où on a donc la sacro-sainte CNIL qui empêche de stocker des données biométriques. Même si nous, on ne stocke plus de données biométriques, c'est totalement anonyme. Il y a quand même des discussions fortes avec la CNIL et une résolution de problèmes pour pouvoir passer les deux modèles à gauche
à droite, pardon, et surtout, j'espère qu'il y aura plus de questions sur le post-quantum cloud d'IBM quant au dépôt de biométrie hachée, révocable sur un cloud post-quantum. Donc, une de nos forces aussi, et je vais citer juste cet exemple aujourd'hui, c'est le réenrôlement. Aujourd'hui, les banques sont attaquées par des personnes qui prétendent à une identité, appellent le call center et souhaitent donc réinstaller l'application tout en essayant de pirater le compte de quelqu'un d'autre. Nous, par le biais donc de tous nos calculs et de solutions, on va directement faire le réenrôlement. On va scanner le visage, et on va reprendre donc la biométrie comportementale, par exemple la signature ou le keystroke dynamique donc sur le clavier du PC. Et donc, on va pouvoir vérifier tout de suite si c'est la même personne ou pas par le biais donc de nos stockages sur le cloud. Et si bien sûr cela correspond avec une marge d'erreur minime, on va laisser passer la personne directement. Sans cela, on va devoir demander à la personne un KYC et repartir, montre-moi tes documents d'identité afin que je puisse revérifier si c'est toi parce que je ne te retrouve pas, grosso modo. Et donc, ceci est disponible dès aujourd'hui pour déploiement. Voilà, j'en ai fini. Je reste disponible pour vos questions. Merci Yves. Donc, on va passer maintenant au jeu habituel des questions-réponses. Voilà, donc qui veut se lancer donc, dans la salle? Et puis si même les présentateurs veulent poser des questions, c'est avec plaisir. Voilà, donc qui veut se lancer? Bon, pour l'instant, on n'a pas. Moi, j'ai une petite remarque. Je suis allé vérifier un truc sur un des slides de Georges. Quand tu présentes l'étude de cas d'une boîte fait du capital, là, j'ai oublié le nom, Ouais. tu te rappelles? Oui, Simpan. Voilà. Alors, je suis Ouais. allé regarder. Tu présentes ça comme une étude de cas de calcul quantique, mais ce n'est pas le cas. Mm. C'est une étude de cas de Quantum Inspired en classique, fait par Terra Ouais. Quantum. Et ça arrive assez souvent, justement, qu'on- que des études de cas soient présentées par certains acteurs comme une étude de cas de calcul quantique qui résout un problème donné. Mais en fait, c'est du Quantum Inspired. En fait, c'est des méthodes. C'est un peu ce que tu Ouais. fais toi dans l'émulation, c'est-à-dire que c'est une méthode qui est meilleure en calcul classique que ce qui peut exister dans les institutions financières, mais ce n'est pas du calcul quantique. Et c'est important de préciser quand même, parce que sinon on donne l'impression qu'il y a un niveau de maturité qui est basculé réellement dans le calcul quantique. Ouais, c'est pour ça que sur le slide, il y avait un point d'interrogation. Ouais. Ouais, je suis allé Ouais. regarder, c'est Quantum Inspired. Ouais. Mais c'est des malins, les mecs qui font ça, hein. Ils te disent, oui, on a le titre, c'est un calcul quantique, mais quand tu regardes le détail, c'est Quantum Inspired et Ouais. c'est Tensor Network Based. Donc c'est exactement la même technique que ce que tu as dans l'émulateur. Mm, mm. D'accord. Donc, ça serait plutôt quoi? Des accélérateurs crypto? Non, pas du tout. C'était Non? une Non, étude non, de c'est. cas de maths financière. C'était méthode de Monte-Carlo, je ne sais plus. Enfin, c'est un truc d'optimisation, mais c'est de l'informatique classique. D'accord, ouais, d'accord. C'est de l'informatique classique, c'est pas du calcul quantique. En Mais termes il se trouve de qu'il y a certaines sociétés qui font du logiciel et qui, de manière un peu abusive, utilisent la terminologie du Quantum Inspired. Souvent, ils enlèvent le Inspired, ça devient du calcul quantique. Donc, on comprend, si on est un béotien, que c'est de l'ordinateur quantique, mais c'est pas vrai. ouais. Je suis désolé, hein, je fais du fact-checking, mais c'est malheureusement souvent nécessaire. Et c'est pas de la faute de Georges, hein, c'est parce que la communication des acteurs du marché est ambiguë et on se prend les pieds dans le tapis facilement parce que c'est dur de vérifier ce que certains racontent. Aujourd'hui, il n'y a pas d'études de cas en production de- avec des ordinateurs quantiques existants. Donc le challenge, c'est de faire grandir la puissance de ces machines-là pour qu'elles sachent traiter des problèmes métiers mais de manière plus efficace que les machines classiques. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Et moi, j'avais une question, c'est sur les pays amis et les pays ennemis. Dans les pays Hmm. ennemis, est-ce qu'on peut savoir ou deviner qui investit massivement sur ce sujet-là? Oui, oui, c'est des données publiques. Enfin, le seul pays sur lequel les données sont un peu ambiguës, c'est la Chine.
Et là, c'est un sujet qui m'énerve beaucoup aussi, parce qu'en fait, il y a une information qui circule depuis 6-7 ans, depuis 2017 exactement, comme que la Chine investirait de l'ordre de 15 milliards de dollars dans le quantique. C'est un chiffre qui est faux, mais il est propagé par les Occidentaux, les Chinois l'ont jamais dit eux-mêmes d'ailleurs. J'ai même trouvé une source d'un Chinois qui dit que ce chiffre est faux lui-même. Mais c'est bien du fait que les Chinois, et on l'a vu d'ailleurs récemment sur une menace basée sur un ordinateur D-Wave qui casserait RSA, les Chinois ont des méthodes de communication qui sont assez particulières. Ils communiquent très peu de manière officielle, c'est toujours de manière officieuse, et ça rend fou les gens qui essayent de réconcilier l'histoire, de retrouver les bons chiffres. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, il y a une région chinoise, la région de Wuhan, qui a communiqué sur un laboratoire qui se mettait en place chez eux. Non, je confonds, c'est FAI. C'est donc la région, c'est pas le Wuhan, c'est un autre nom, j'ai oublié le nom de la région. Ouais, c'est le Covid. Et donc, la région a communiqué sur un labo qui aurait coûté 1 milliard et demi à fabriquer. Et après, ils ont dit que sur la durée de vie totale du labo, dont la durée n'est pas précisée, il coûterait 15 milliards. Et ça, c'est dans un article de presse d'un canard en Chine. C'est même pas une communication officielle de la région. Ce qui fait qu'en fait, c'est impossible de vérifier. Et là, moi, j'ai fait mon calcul avec des estimations sérieuses. La Chine dépense moins que l'Europe dans le quantique. D'accord. Mais bon, on peut se poser quand même la question sur de ce qu'a fait le NIST, parce que c'est quand même, ils sont pas venus au hasard dans cette démarche-là. Donc on peut se poser la question, pourquoi les Américains poussent Ça, c'est une question. Ta question, elle est différente. C'est quelle est la motivation des Américains? voilà, Je dirais que là-dessus. derrière la motivation des Américains, il y a deux choses. Il y a une perception de la menace du calcul quantique et la volonté de se protéger contre cette menace, qu'elle soit sérieuse ou pas, ça c'est un jugement de valeur scientifique. Ce qui est intéressant de comparer, c'est l'approche américaine, l'approche européenne et l'approche chinoise. L'approche chinoise, elle est, euh, elle est assez ancrée dans une peur des Américains. Ils ont peur de la NSA. L'affaire Snowden en 2013 a amplifié cette peur, sérieusement, même si d'ailleurs les investissements en cryptographie quantique des Chinois datent d'avant l'affaire Snowden de 2013. Et les Chinois ont fait un choix qui est assez radical, qui est de se dire on va se protéger par la physique quantique avec la cryptographie quantique. C'est un choix délibéré. D'où les satellites qu'ils ont envoyés pour faire des thèses, d'où les fibres optiques qu'ils déploient entre les différentes mégalopoles en Chine. L'approche américaine, et de facto l'approche européenne qui en découle, c'était une approche qui est de se protéger par les mathématiques, pas par la physique quantique. Et donc par la cryptographie post-quantique, d'où le processus qu'on a décrit tous les deux avec Georges et avec Liv, qui est un processus de sélection d'algorithmes de protection par les mathématiques. C'est vraiment une question scientifique, c'est est-ce qu'on est mieux protégé par les maths que par la physique? Et selon à qui vous parlez, vous n'avez pas la même réponse. Vous discutez avec Alain Aspect, qui est prix Nobel chez nous, lui, il dit que vous êtes protégé par la physique que par les maths. Mais c'est un physicien. Vous discutez avec les mathématiciens, les gens de la cyber, ils disent que c'est peut-être mieux d'être protégé Ah, par ben, les maths. je- Moi, ce je- que je peux vous dire, ouais, ouais. Non, mais juste clore le débat, enfin, si on peut le clore. Nous, dans notre jargon, c'est tant peur résistant, tant peur évident. Donc, en termes de sécurité. Donc, c'est à la fois du hard et à la fois du soft, intimement lié au hard. Donc, est-ce tout à qu'on peut fait. imaginer de réimaginer ce modèle-là dans le modèle quantique? Voilà. Oui, À c'est terme, proposé oui. par un certain nombre d'acteurs qui consiste à hybrider les solutions. Donc, il y a plusieurs types d'hybridation. D'abord, il y a l'hybridation côté PQC qui est de se dire on peut hybrider les clés classiques type RSA avec de l'EPQC. Ça, c'est un premier. Et ce qui va être nécessaire dans les cryptos, par exemple. Il y a une deuxième forme d'hybridation qui est d'hybrider de la QKD et de la PQC. C'est aussi imaginé. Euh, Moi, j'observe ça. Ça fait 6 ans que je suis dans ce milieu. Ce que je peux vous dire, c'est que quand je regarde ce qui se passe des deux côtés, il y a des fragilités des deux côtés. Donc, la hybridation est probablement une solution intéressante. OK. Je vais couper ton micro, Georges, en fait, on t'entend pas. Un micro? Yves? Oui, C'est bon. Georges? vous m'entendez? Ok. Oui. Non, le sujet qu'évoque Olivier, effectivement, en tout cas sur la question de quels sont les pays amis, les pays ennemis. Il y a une vision très simple en fait. On va parler de la France, ça vous va? La France. Donc, en fait, on peut vendre du quantique partout, on peut vendre de l'armement, en gros. D'accord.
Ah, au niveau de l'export, tu veux dire, oui. Ouais, de l'export. Ouais. Ouais. Donc les pays amis, là où on peut vraiment organiser des alliances, on peut travailler ensemble, etc. De toute façon, il faut savoir que le gouvernement a un œil très acéré sur tout ce qui est export de technologies quantiques. Bah oui, avec Considéré comme stratégique, c'est considéré comme une technologie souveraine. Il n'y a pas que la France, hein, il y a beaucoup d'autres pays qui ont mis des limitations à l'export, à la compétence, etc. La France ayant un certain nombre de compétences très précieuses à l'international, les compétences quantiques sont rares. Donc il y a effectivement voilà, c'est important de connaître la liste des pays amis. J'ai ouais. parlé de la Chine. Pourquoi j'ai parlé de la Chine? Parce que dans la liste des pays qui ne sont pas amis, c'est la Chine qui est la plus dangereuse. C'est pas l'Iran qui va casser la baraque dans l'informatique quantique, c'est pas la Syrie, c'est pas la Corée du Nord, c'est même pas la Russie, même si ils ont une recherche qui est quand même pas inintéressante. C'est vraiment la Chine. C'est la Chine qui investit le plus. C'est la Chine qui est considérée comme une puissance adverse d'un point de vue économique et politique, et pour lesquels les efforts qu'ils font dans le quantique sont considérés comme étant une menace. Et les restrictions à l'exportation que Georges évoque, elles visent essentiellement la Chine en pratique. C'est pas, Hmm. On a, c'est pas pas un cas de l'Iran, quoi, sinon. Ouais. voilà. En ce qui concerne Canada et États-Unis, les relations sont excellentes. Nous, par exemple, on a des membres de notre équipe collaborent aujourd'hui avec le DARPA, ou on collaborait dans le passé avec la NSA et compagnie. Donc ça va. Mais dès qu'effectivement, comme Olivier le mentionne, dès qu'on est, c'est l'empire du milieu, là, c'est une autre Ouais. affaire. Ouais. Enfin, Mais même vis-à-vis Ouais. des Américains, on est prudent, hein. Il y a quand même eu Ah oui, des bien affaires dans sûr. le passé, dans la crypto classique, qui ont montré que les Américains n'étaient pas toujours des amis. Et donc, il y a quand même un besoin d'autonomie stratégique de l'Europe et de la France, même vis-à-vis des Américains. Et donc, en termes de cyber, c'est le cas. Donc, typiquement, les recommandations de l'ANSSI pour ce qui est du déploiement de la PQC ne devront pas s'appuyer uniquement sur les recommandations américaines. Il faudra qu'on ait C'est nos clair. propres méthodes de protection. Et je pense que ça sera particulièrement important au niveau du choix des fournisseurs. Parce qu'il y a plusieurs types de fournisseurs de PQC. Il y a des Américains, il y a des Européens, il y a des Français. Et donc, il faut bien savoir que même si on a une clé qui est protégée, le logiciel qui utilise la clé, il n'est pas forcément blindé. digne de confiance. Il faut se méfier. Avant que ce soit crypté, l'information ne l'est pas. Donc, la passerelle est dangereuse. Donc, je ne vais pas donner de nom, mais il y a des sociétés américaines sur lesquelles je serais très prudent, euh, nativement. Surtout quand on regarde leur board. Ok, merci. D'autres questions? Il y a Santiago qui a levé la main. Oui, Santiago? Oui, bonjour, Santiago Cabeza. Je travaille dans les paiements au sein de Nexo depuis des années. Et donc, c'est le volet financier qui m'intéresse. La question, c'était, quelle est l'application pratique? Est-ce que vous connaissez des acteurs qui aujourd'hui ont un avantage concurrentiel, durable ou pas durable, euh, via l'utilisation de ces outils, des ordinateurs quantiques, etc. Et je vous raconte un peu une anecdote. Il y a quelques années, quelqu'un du Crédit Mutuel, il m'a dit, bon, on s'équipait un ordinateur quantique, mais on se demande pourquoi faire. Mais il faut l'avoir, ça coûte très cher, c'est un beau jouet. Comme ils ont les moyens, souvent les acteurs financiers de faire ce type de choses. Et donc, ma question en 2024, en fin 2024, c'était est-ce qu'il y a des gens qui aujourd'hui, tous les jours, dans ce modèle opérationnel, utilisent des outils comme celui qu'on vient de voir lors de la belle présentation? La réponse est non. Enfin, une réponse objective, c'est il n'y a pas d'ordinateur quantique qui est en production pour des applications d'entreprise en production. La raison, c'est ils n'ont pas encore la puissance nécessaire pour apporter les bénéfices que je présentais au début de mon intervention. Hmm. Par contre, il y a quand même des cas de figure, avec D-Wave que présentait Georges, et même avec des ordinateurs IBM, où on arrive à faire des choses qui ne sont pas inintéressantes, mais ce n'est pas des choses qui intéressent les entreprises. Par exemple, on fait des simulations dites de Fermi-Hubbard pour de la matière condensée. Alors, vous allez dire, c'est quoi le rapport avec le schmilblick dans une entreprise? Ben, c'est des trucs qui intéressent les physiciens. Donc, il peut y avoir des cas de figure où on fait des choses intéressantes pour de la physique, parce qu'on arrive à être dans un régime d'usage des ordinateurs quantiques qui n'est pas inintéressant, mais ça ne correspond pas aux besoins des banques, des gens qui font de la chimie, des gens qui sont dans l'énergie, des gens qui veulent résoudre des problèmes d'optimisation, parce que les contraintes ne sont pas les mêmes.
Donc, en gros, la blague entre les physiciens, c'est que l'ordinateur quantique, c'est un truc de physicien qui sert aux physiciens aujourd'hui, mais qui ne sert pas aux entreprises utilisatrices pour l'instant. Alors, on a quand même juste une remarque, le secteur américain bancaire qui est en train de migrer énormément d'applications sur le Post-Quantum Resistant Cloud d'IBM. Et c'est vraiment de grosses migrations, mais on n'est pas sur de l'ordinateur quantique, on est sur On parle le... de la même chose. Ouais. Non, non, On mais parle de la même chose. Ouais, 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 ouais. on parle C'est de autre chose. résistant aux attaques quantiques, hein. Ouais. Voilà. Oui, ben, je ne sais pas si la question de Santiago, elle était sur la protection ou, Non, ou non, mais les usages des ordinateurs eux-mêmes. Enfin, je donne ce quantique. coup de projecteur latéral Ouais, dessus. ouais, Je ne l'ai pas compris comme ça, la ouais, question de Santiago, hein. Je l'ai Ouais. compris comme ouais. ça. Je voulais juste faire une remarque que dans l'utilisation, on va utiliser la protection résistante aux attaques quantiques, mais pour l'instant, ils n'utilisent pas d'ordinateur quantique. Ma C'est-à-dire qu'on met question était, on met les algos de protection pour résister aux futures attaques potentielles en place déjà. Voilà. ça arrive, on peut bien comprendre, hein, et on voit la logique. Même chez Nexo, pour la partie sécuritaire, Nexo, c'est une association à but non lucratif avec plus d'une centaine de membres. On est au niveau monde entier et on standardise l'acceptation des paiements. D'accord? C'est ça ce qu'on fait. Et on se pose des questions sur les algorithmes qui sont utilisés, qui seront utilisés dans l'avenir pour le transaction de paiement. Que ce soit résistant, un peu ce qui a été évoqué par d'autres, je crois que c'était Georges, d'essayer de s'avancer de quelques années pour être prêt. Donc, oui, oui, comme c'est évoqué, on anticipe un petit peu l'avenir à ce niveau-là, En mais au fait, niveau de l'exercice est difficile parce qu'on est sur deux incertitudes. On a une incertitude sur la vitesse à laquelle l'ordinateur quantique va maturer pour casser des clés RSA et autres. Et on a une autre incertitude, mais qui est peut-être moins incertaine, qui est à quelle vitesse on s'adapte. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, les milieux de la cyber savent dire qu'il faut plus de 10 ans pour modifier l'ensemble des infrastructures de cyber. Donc, c'est la fameuse échelle de Mosca, hein, pour ceux qui connaissent. L'échelle de Mosca, elle compare le temps d'adaptation et le temps de maturation du calcul quantique. Ce qu'on espère, c'est que le temps d'adaptation est plus court que le temps de maturation de l'ordinateur Voilà. quantique, plus le phénomène du SNDL, de Store Now, Decrypt Later, qui est le fait que les affreux chinois et d'autres stockent des données aujourd'hui qu'ils pourraient exploiter plus tard. Et donc, on est face à deux incertitudes. Alors, moi, j'ai tendance à. Ma conviction personnelle, c'est que je pense qu'on exagère un peu l'incertitude sur le quantique, c'est qu'il y a trop d'optimisme ambiant sur l'arrivée de l'ordinateur quantique qui va casser RSA. Mais comme on est sur l'incertitude, ben, on se protège. Ce qui est important, c'est quand on se protège, il faut savoir avec quoi on se protège. Moi, mon bon sens paysan que je ne suis pas, c'est de dire attention, faites attention à ne pas se précipiter sur des solutions nouvelles qui ne sont pas suffisamment éprouvées. Faites attention à la manière dont c'est déployé. Il y a des choses trappes qui peuvent exister quand on change tout. La preuve, c'est les fameux deux que j'ai montrés tout à l'heure qui ont été cassés en 2020. Là. Enfin, et- il y a des. Je pense que quand on va tête baissée dans une nouvelle solution, il peut y avoir des menaces qu'on ne voit pas. Ouais, il faut être prudent. la question subsidiaire, c'était si cette industrie-là, le quantique, suit un modèle linéaire ou exponentiel dans sa progression, parce qu'Olivier, via votre diagramme, je vois une prévision plutôt linéaire, mais je ne vois pas la courbe typique de modèle exponentiel. J'ai écrit un papier là-dessus. Hein. J'ai j'ai écrit un papier qui est sur Archive qui s'appelle Is there a Moore's Law in Quantum Computing? Donc, j'ai essayé d'analyser la question vraiment à l'échelle de l'ingénierie. Il y a quelques éléments qui laissent à penser qu'il peut y avoir une progression exponentielle, mais d'autres non. Par exemple, la vitesse à laquelle on améliore la qualité du qubit, elle n'est pas exponentielle en pratique. Hein. La vitesse à laquelle on augmente le nombre de qubits vraiment opérationnels, elle n'est pas exponentielle. Je vais vous donner un exemple. Hein. Vous prenez Rigetti. En 2018, ils annoncent qu'ils vont sortir un ordinateur à 128 qubits. En 2018, il y a 6 ans. Aujourd'hui, ils sont à 84. Donc, ce n'est pas très exponentiel. IBM, ils avaient une roadmap qui était très jolie, qui est très bien. D'ailleurs, ils la respectent assez bien. Ils avaient annoncé que l'année dernière et celle d'avant, ils seraient à 433 qubits et 1121 qubits. En pratique, ils ont bien réalisé des machines pour faire ça, mais elles sont tellement mauvaises qu'ils les ont débranchées et les ont démontées. Et en fait, aujourd'hui, ils sont à 156 qubits.
IonQ, en 2018, à l'année où je démarre dans le quantique, ils annoncent qu'ils font 128 qubits. Aujourd'hui, ils sont à 32. C'est pas très exponentiel, en fait, en pratique. Non. Pourquoi? Parce que on sait assembler des qubits physiquement dans une puce, vous les contrôlez, mais on ne sait pas le faire avec des qubits de qualité. Donc, en fait, il y a un mur de la qualité qui est très difficile à franchir. Alors, néanmoins, il y a des progrès. Continuum, qui est une autre société qui fait des ions piégés, ils ont atteint pour la première fois une fidélité record. Alors, je vais donner un chiffre en pourcentage, c'est 99,84%, ce qui est très bien, hein, pour 56 qubits. Mais c'est 56 qubits, ce n'est pas 1000, 2000, 3000. Donc, en fait, c'est très, très dur. En fait, le challenge, c'est que c'est très dur de faire et de la quantité et de la qualité. C'est très, très dur de faire de la correction d'erreur qui améliore la qualité. C'est très, très dur de faire de la correction d'erreur sur des qubits qui ne sont pas eux-mêmes de qualité suffisante. Donc, en fait, il y a beaucoup de problèmes qui s'additionnent et c'est pour ça que ça évolue. Ça évolue, mais ce n'est pas aussi extraordinaire que ça, quoi. Ouais. En fait, pour faire un parallèle, on est à l'image du modem V22 bis, quoi. Je ne connais pas, donc c'est quoi ce Le modèle? 22 bis, c'était le modem du Minitel. Ah oui, 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 d'accord, le Minitel, oui. V22 bis. Aujourd'hui, on est à la DSL quand même, pardon, à la fibre. Donc, on peut se dire quand même qu'en 35 ans, on a réussi à résoudre quand même le problème de vitesse de communication. Mais il a fallu quand même une Ouais. En quarantaine fait, le d'années. parallèle, le parallèle qu'on peut faire, il est un peu osé, c'est que c'est très difficile de comprendre ce qui se passe parce que l'ordinateur quantique, il a une caractéristique, c'est que c'est une machine analogique, en fait, quel que soit le modèle qu'on va utiliser. Et l'analogique, ça génère du bruit, comme la haute fidélité d'avant le CD audio, si vous voulez, pour ceux qui ont connu. Donc, le fait que l'ordinateur soit analogique, c'est la source de beaucoup de nos problèmes aujourd'hui. C'est dur de lutter contre ce bruit. Il faut savoir d'ailleurs que l'ordinateur classique analogique, il n'a pas connu un passé glorieux. Il y a eu quelques tentatives de faire ça dans les années 50 à 70. C'est un peu tombé de mode parce que le digital a pris le relais, quoi. Le numérique avec des bits simples a pris le relais. Donc, l'ordinateur quantique, c'est un objet compliqué à mettre au point. Il faut le reconnaître, il faut le comprendre, il faut comprendre les solutions qui sont envisagées. Et quand on regarde de très près, ce que j'ai fait moi dans mon livre et dans mon activité de veille permanente, c'est que c'est dur, c'est très dur. Moi, je ne suis pas du genre à dire c'est pas possible. Il y a des gens qui disent que c'est pas possible, mais je dis c'est très dur. C'est très très dur. Donc ça prendra du temps. Et d'après toi, quels seraient les composants clés qu'il faudrait améliorer? Ah. Alors les composantes clés, c'est la physique des qubits pour améliorer leur qualité. Ouais. Les deuxièmes composantes clés, c'est la fabrication des puces quand c'est basé sur des puces. Et donc il y a beaucoup de travail qui est fait dans le monde entier, y compris en France, sur l'amélioration de la qualité des matériaux et des techniques de fabrication. C'est les fameuses salles blanches qui permettent de faire ça correctement. Il y a des enjeux sur l'interconnexion entre les ordinateurs quantiques. Il y a une société française qui travaille là-dessus qui s'appelle WeLink et qui est basée à côté de Jussieu à Paris, dans le quartier latin. Il y a des enjeux sur la création de mémoire quantique que j'évoquais. Il y a des enjeux sur l'électronique de contrôle. Il y a des enjeux sur les algorithmes eux-mêmes. Parce qu'en fait, les algorithmes quantiques, il n'y en a pas tant que ça qui apportent une vraie accélération exponentielle. Il y a beaucoup d'algorithmes, comme l'algorithme de Grover, qui est assez connu, qui est un algorithme de recherche, en fait, on appelle ça un search, et qui permet de mettre en place des techniques d'optimisation. Mais cet algorithme, il a des choses trappes parce qu'en fait, il apporte une accélération qui n'est que quadratique, on va dire polynomiale. Et cette accélération, elle se manifeste que pour des tailles de problèmes et des temps de calcul qui dépassent les siècles. Donc, en fait, euh, la capacité de l'ordinateur quantique en pratique à apporter un bénéfice en termes de temps de calcul, elle n'est pas si évidente que ça sur une bonne moitié des algorithmes. Donc, il y a des enjeux à tous les étages de la fusée, pour faire ça. Ouais, ouais, Tous tout à les, tous fait. les étages de la fusée, il y a des enjeux mathématiques, des enjeux de physique, des enjeux de manufacturing, des enjeux de bruit, des enjeux de correction d'erreurs. Euh, alors, il y a des solutions, heureusement. Par exemple, on sait, je vais vous donner une idée, quelque chose qui est fait chez IBM notamment. On sait qu'on peut diminuer potentiellement le coût de la correction d'erreur, c'est-à-dire l'overhead, c'est-à-dire que le nombre de qubits physiques qu'on est obligé d'aligner pour faire un qubit corrigé. On sait qu'on peut diminuer ce coût si on améliore la connectivité entre les qubits, c'est-à-dire comment ils se parlent à distance. Alors, c'est compliqué, mais il y a des gens qui travaillent dessus. Donc, dans les ions et les atomes, ils les déplacent. Ils déplacent les atomes pour les faire parler entre eux. Mon problème, c'est que ça dure longtemps, donc c'est embêtant. Il y a des techniques avec des circuits multicouches qui sont étudiés chez IBM, mais ça pose d'autres problèmes.
En fait, la, la raison pour laquelle la réponse sur l'histoire de la loi de Moore ou l'exponentielle est difficile à faire, c'est que toutes les sociétés dans ce domaine-là cherchent à résoudre en parallèle un très grand nombre de problèmes. Et il y a une très grande diversité de solutions qu'il faut tester. Les temps de cycle de test des solutions sont assez longs. Il faut savoir que faire une nouvelle puce, bah, dans le supraconducteur, ça dure 6 mois. L'installer dans la machine, ça dure plusieurs mois. Et on itère ça plusieurs fois. Donc ça prend du temps. C'est des cycles très très longs. C'est pour ça que ça avance à la vitesse où ça avance, quoi. Mais Ok, voilà. merci. Il y a quelqu'un qui a levé la main là. Ouais, merci bien, Christian. Christian, tu as Christian. une question? Christian. Oui, oui, absolument. Merci. Donc, Christian Mouton d'Estelle. Je voulais juste revenir rapidement sur la PQC ou sur, disons, la problématique géopolitique entre la France. On a parlé de la France, la Chine, les États-Unis, et quid de l'échelon européen en termes de notamment, puisqu'on a parlé de Nancy, on a parlé d'export control, tout ça, c'est un peu à l'échelle nationale. Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont en cours au niveau de l'Europe pour peut-être unifier la réponse de chaque nation, de chaque État membre sur la sécurité dans l'ère quantique? Je laisse Yves répondre peut-être en premier temps. Tout bidonne, c'est tout bidonne. Yves, Yves. Ah non, non, vas-y, Olivier. Non, moi, je n'ai pas de, je Pas de n'ai pas réponse. de problématique de ce type, étant donné que moi, je ne fournis pas d'ordinateur quantique. Donc, j'ai pas, je dirais, moi, je fournis des solutions software. Euh, La donc, question, c'était sur la PQC, hein, Christian, non? Oui, plus spécialement, oui. Non, il n'y a Moi, pas. je peux dire ce que j'ai observé. J'ai vu que l'ETSI, qui est basé à Sophia Antipolis, s'était impliqué là-dedans. Mhm. Mais l'Europe, en gros, s'est alignée sur le NIST et les États-Unis, ce que j'en vois. Il y a l'ETSI qui travaille aussi sur la QKD, donc la distribution de clés quantiques, là, qui elle, est une autre technologie. Mhm. L'Europe s'est un peu mise dans les bras Mhm. des Américains, j'aurais tendance à dire, mais vu de Mhm. loin, hein, je ne suis pas sûr d'être au Ouais. courant de tout ce qui se Mhm. passe au niveau européen. Ouais. Des gens comme Il y a une l'ENISA, par coordination. exemple, non? Peut-être Pardon? des gens comme l'ENISA sont une présence là-dessus ou pas du tout? Je ne sais rien. Bon, Ok. certainement qu'ils vont reprendre le bébé parce que tout ce qui est généralement fait par le NIST est repris à l'échelle européenne par les NISA. Donc, il faut peut-être s'attendre d'ici quelques temps à avoir de nouvelles specs qui vont arriver, à mon avis. Oui, alors une des raisons pour laquelle l'Europe s'aligne un petit peu sur les États-Unis, c'est que le NIST, quand il a lancé son concours là, il y a 8 ans, il a ouvert les portes à tous les chercheurs du monde entier. Et il s'avère que dans les 4 protocoles de PQC qui ont été sélectionnés, il y en a 3 qui sont créés par des Français, en fait. Enfin, co-créés, parce que c'est des collaborations internationales scientifiques en général. Donc en France, il y a des contributions de Thales, il y a INRIA, il y a l'Université de Versailles, l'Université à Limoges. Enfin, il y a vraiment l'école mathématique française a joué un rôle dans les protocoles qui ont été choisis par le NIST. Donc ça peut nous inspirer confiance, au moins sur la partie des protocoles. Par contre, ce que je disais en termes d'avertissement, c'est qu'il ne faut pas confondre la protection par les protocoles et la protection par les logiciels qui les mettent en œuvre. Ce n'est pas la même chose. Mhm. Ouais. On peut avoir confiance dans les protocoles dans la mesure où ils ont été créés par des Français. D'ailleurs, les Français eux-mêmes cherchent à faire de la cryptanalyse sur leur propre protocole dans certains cas. Et la mise en œuvre, c'est autre chose. La mise en œuvre, c'est un autre problème. Ok. Ah, Alors, vas-y. Vas-y. de Strasbourg, petit message sur l'Europe. Donc, le 11 avril 2024, la Ouais. Commission européenne a émis une recommandation sur la PQC. D'accord? Et cette recommandation vise à l'harmonisation, etc. C'est géré par une agence qui s'appelle ENISA, que vous devez connaître, donc European Agency for Cyber Security. Et donc, ils sont en association effectivement avec le dialogue cyber entre les États-Unis et l'Europe. Donc, on voit bien voilà, le périmètre. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer le lien Oui. vers de ça. Ok. Bah, écoutez, on va être... Bon, le timing est, comme on Merci. dit, is over. On va être obligé d'arrêter là. C'est un intéressant débat. Moi, je vous donne rendez-vous pour le 19, normalement, ça serait le 19 novembre pour une deuxième partie sur ce sujet.